Demain, mercredi, sort le nouveau volet de la Guerre des Étoiles, la fameuse saga Star Wars, sortie en Belgique, en France, en Suisse. Au Québec, ce sera après-demain, vendredi. Comment expliquer le succès planétaire de cette saga? Passer du côté obscur, je suis ton père. Pourquoi tant de phrases issues du film sont-elles devenues mythiques? À quoi renvoient-elles au juste? Olivier Pourriol mène l'enquête et perce le mystère dans un livre et sur notre plateau. Bonsoir Olivier Pourriol. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes philosophe. Votre livre s'appelle Ainsi parlait Yoda, philosophie intergalactique. C'est publié aux éditions Michel Lafon. Olivier Pourriol, disons-le, rarement, peut-être même jamais, depuis l'histoire du cinéma, un film n'a autant fasciné le monde, tous les continents. Comment expliquez-vous le phénomène ? Alors, vous savez, quand on a un succès, c'est très difficile d'expliquer parce que tout le monde vient avec sa raison. C'est beaucoup plus facile de comprendre un échec. Alors, il y a plein de raisons, il y a plein d'angles. On peut dire que c'est le premier film qui, juste après la guerre du Vietnam, c'est comment dire, disjoint du réalisme qui était celui de Coppola ou de Brian De Palma, enfin du réalisme sanguinolent. C'est un film où il n'y a pas de sang, c'est un film qui est de la fantaisie, c'est pas de la science-fiction, ça ne nous montre pas un avenir sombre. C'est en fait une logique de conte de fées et qui reprend toute la rêverie technologique, mais sans la mettre dans le futur. Ça la met, vous voyez, c'est un mélange de contes de fées et d'un futurisme qui est dans le passé. Et puis ça permet, bon, c'est un petit côté autoroute de l'imaginaire aujourd'hui, puisque tout le monde doit aller voir Star Wars. On évite les chemins de campagne et on va sur la grosse autoroute. Mais au départ, c'est une invention de George Lucas géniale. Il était seul à y croire. Il y avait Spielberg qui y croyait un petit peu aussi. Mais c'était un succès qui a étonné tout le monde. Ouais. Vous aimez dire que la force de Star Wars, la vraie force, c'est la force de l'imaginaire. Oui, parce que on peut croire que c'est de la technologie, mais ce n'est pas de la technologie. Roland Le Houx a écrit un très beau livre, très drôle, et c'est quelqu'un de très intéressant. C'est un grand physicien, et il s'est amusé à voir si les sabres laser, on pouvait vraiment en faire. Oui, il dit pas avec du laser, plutôt avec du plasma, mais ça marche pas vraiment. Bon, on voit bien qu'on peut s'amuser à essayer de reproduire ce que fait Star Wars, mais la vraie reproduction du sabre laser, c'est quand on n'a rien dans la main et qu'on fait juste le son, vous savez. C'est le son, en fait. Donc, George Lucas, il a en même temps inventé les produits dérivés, et puis il a inventé les produits dérivés qui ne coûtent rien. Le son du sabre laser, juste avec l'imaginaire, ça marche très bien. Et l'attente, vous voyez, tout le monde en parle. L'attente est structurée d'une manière tellement géniale, on a l'impression que tous les adultes se sont remis à croire au Père Noël. Alors, votre livre, Ainsi parlait Yoda, est un collage postmoderne, c'est alerte, profond, drôle aussi. C'est une correspondance où Yoda, justement, Luke Skywalker, Chewbacca également, et les autres, ça donne aux joies de la philosophie intergalactique. Est-ce qu'on peut dire que c'est une sorte de jeu de piste dans l'univers de Star Wars et dans les plus grands textes de la philosophie, c'est ça? C'est pour ça que c'est intergalactique. C'est à la fois dans la galaxie de Star Wars et dans notre galaxie. Et il y a, j'imagine, une communication entre les grands textes qui ont traité de la question. Est-ce qu'il y a une force à l'œuvre dans l'univers? On a des grands philosophes qui se sont posés cette question. Il y a aussi, c'est une question aussi religieuse. Et j'ai pris, disons, le masque des personnages de Star Wars parce qu'ils forcément, ils se sont posés aussi cette question. Donc je ne fais pas un livre qui parle des personnages de Star Wars en les surplombant. Ils dialoguent entre eux. Je me suis demandé de quoi ils parlaient, par exemple Han Solo et Chewbacca, quand ils sont dans le Faucon Millenium, qu'ils ont quand même des grandes distances à parcourir. Je me suis dit, c'est peut-être comme Jacques le Fataliste et son maître, peut-être qu'ils ont des conversations, parce qu'ils se comprennent tous les deux. Mais comment vous avez eu l'idée dans la salle obscure du cinéma en regardant un film, vous qui êtes philosophe? Non, moi, le cinéma, c'est quelque chose que je pratique des ciné-conférences depuis une dizaine d'années, donc je vois beaucoup de films, je mets en connexion avec des textes. Et là, j'ai eu l'idée, en fait, je devais faire un livre sur Star Wars, et j'ai changé d'idée, j'ai fait un livre dans Star Wars. Je me suis amusé avec les personnages parce que quand on aime vraiment la fiction, on n'a pas envie d'en parler. Vous savez, c'est comme quand on fait un rêve. On n'a pas envie d'en parler après le réveil. On a envie de continuer le rêve. Yoda, maître Jedi légendaire connu pour sa sagesse et sa maîtrise de la Force, il meurt dans le retour du Jedi. Il incarne, au fond, peut-être le mieux dans cette saga, le personnage philosophe. Oui, parce qu'au moment où il meurt, il ne disparaît pas. Disons, son corps disparaît et il devient un pur esprit, il passe dans la Force. Et c'est ça le programme de la philosophie. Platon disait, philosopher, c'est mourir. Pourquoi? C'est mourir à ce qui est mort en nous. Il faut se débarrasser du corps. Alors certains sont allés du côté ascétique, d'autres du côté, disons, on ne va pas chercher les plaisirs sensibles. Et Yoda, il y a un peu de ça. Il y en a qui pensent que c'est un stoïcien, d'autres qui pensent que c'est un bouddhiste. Donc, tout le monde peut projeter ce qu'il veut, mais ce qui est sûr, c'est qu'il incarne, alors que ce n'est qu'une marionnette, il incarne, comment dire,
le mépris de la matière brute pour offrir l'élévation. Et quand il meurt, la preuve qu'il a réussi, c'est qu'il ne laisse pas de cadavre. Il a juste son manteau avec des textes dedans. Et justement, il emprunte, lui, Yoda, à Nietzsche, il y a Obi-Wan qui emprunte à Platon, Luke Skywalker à Blaise Pascal ou encore à Albert Camus. Comment est-ce que vous avez fait pour juxtaposer et faire ces associations? Comment Lucas a fait pour faire son film? Il a fait un film composite, il a pris des morceaux de partout, il a fait, comme vous dites, un collage postmoderne. J'ai fait la même chose. Je suis parti du principe qu'il y avait peut-être des associations qui étaient naturelles. Et puis, il y en a... nous sommes tous composés de morceaux de ceci ou de cela. Donc, il y a... Comment dire? C'est comme votre animal totem, je ne sais pas lequel c'est, mais chacun peut être composé de plusieurs animaux. Et bien, je suis parti du principe que, par exemple, Chewbacca était composé d'un gros morceau de Spinoza. Et puis, il y avait des petits morceaux de Nietzsche avec. Yoda, il y a du Nietzsche, il y a du Spinoza. Il y a du Robert Desnos aussi. Il y a du Shakespeare aussi. Donc, j'ai fait des personnages composites en essayant d'être fidèle à ce qu'ils sont dans la fiction. Il y a du Hegel aussi, enfin je dis Hegel, j'espère que je ne me trompe pas, parce qu'il y a un concours à la fin, je ne suis peut-être pas le plus calé en philo, alors je lis un extrait, page 148, Dark Vador donc... Hegel, il me semble, ce sont les grands êtres historiques qui saisissent cet universel supérieur et font de lui leur but. Ce sont eux qui réalisent ce but qui correspond au concept supérieur de la force. C'est pourquoi on doit les nommer des héros. Alors Hegel, je vois sourire. Vous prêtez aussi à Dark Vador des propos d'Hitler, je me trompe ? Ah ouais, vous l'avez reconnu. Oui, ce que j'ai fait, je trouve que c'est très intéressant la philosophie quand on la sépare des philosophes. Et les arguments retrouvent leur pureté quand on ne sait pas qui a dit. Parce que sinon, on joue à Jacques a dit, c'est pareil. Hein, Aristote a dit, Jacques a dit, Hegel a dit, c'est toujours pareil. Ce qui compte, c'est les idées elles-mêmes. Et là, en les détachant, les recomposant, les mélangeant, les attribuant à des personnages, ça fait revivre la philosophie d'une manière très différente. Et oui, il y a une phrase de Hitler sur la force. Il dit que si les planètes obéissent à la force et qu'il n'y a pas de raison que l'homme obéisse à des lois spéciales. Et Simone Veil, avec un W, celle qui est morte en 1943, critique cette phrase de Hitler. Et donc il y a la réponse de la princesse Leia, de Padmé, qui elles sont du côté, non pas de la force brute, mais du côté de la force souveraine de l'esprit, de la douceur, de la faiblesse, voilà, de la bonté. C'est donc un livre érudit, mais aussi très ludique. Vous faites du pastiche, vous osez. Oui, il faut s'amuser. Alors vous insistez sur un point, certains voient dans cette saga des aspects spirituels de différentes sources, parfois on dit bouddhistes, parfois d'autres spiritualités. Vous dites, ce n'est pas une œuvre philosophique. Vous disiez tout à l'heure, on n'est pas dans l'anticipation, on n'est pas dans la science-fiction. Vous dites aussi, ce n'est pas une œuvre philosophique. Non, c'est ce qu'on appelle un film. C'est une œuvre vraiment cinématographique qui est fondée sur le plaisir d'enflammer votre imaginaire. Et c'est pas fait avec des images poétiques, c'est pas fait avec des images verbales. Au 19e siècle, on était enflammé par un poème de Goethe. Et vraiment, il y a des gens qui avaient des extases. Qui entrent en transe. Hein, mais il y en a encore. Moi, la poésie me plaît encore beaucoup. Mais disons qu'aujourd'hui, l'endroit où on enflamme l'imaginaire, c'est le cinéma. Et là, la manière dont on enflamme votre imaginaire, c'est en vous faisant tomber de très haut, en vous rattrapant au dernier moment. C'est la logique des rêves. Vous survivez à votre chute, vous avez du feu dans la main, c'est un feu froid, c'est le feu de l'esprit. Donc voilà, de voir ça dynamise l'imaginaire et on ressort de ce film. Il n'y a pas de message, il y a une expérience physique. Une expérience physique et des expressions devenues cultes, des concepts souvent singés, on les entend, la force, que la force soit avec toi. Le côté obscur aussi, il y a le fameux « Je suis ton père ». À quoi cela renvoie dans notre monde, selon vous, Olivier Pourriol ? Bon, il y en a qui considèrent qu'il faut prendre ces messages au sérieux. Pour ma part, je pense que si on parle, vous savez, je suis ton père, c'est cité depuis le début comme quelque chose d'ironique, puisque c'est au fond une grosse ficelle de scénario, le retournement, vous savez, le twist, comme on dit, hollywoodien. Et tous les fans, depuis le départ, ont une relation très intelligente, c'est-à-dire très distanciée à ces grosses ficelles scénaristiques, parce que le vrai plaisir de Star Wars, c'est pas la psychanalyse, c'est, disons, une psychologie élémentaire, l'imagination du feu, de l'air, vous voyez, de la chute, c'est une logique de rêve. Il ne faut pas chercher derrière de la psychanalyse, c'est de l'imagination pure. La guerre des étoiles, c'est l'événement cinéma, l'événement culturel, sorti, on le précise, demain mercredi en France, en Belgique, en Suisse également. Avant le territoire américain, par exemple, au Québec, ce sera vendredi dans 48 heures donc. Olivier Pourriol, vous allez nous faire le plaisir de rester avec nous. Estelle Martin va nous rejoindre ce soir pour une chronique exceptionnelle, un peu intergalactique. There are stories about what happened. It's true. All of it. The Force. It's calling to you.
Bonsoir Estelle, ravi de vous retrouver. La guerre des étoiles, Star Wars épisode 7, le secret, tu dévoileras. J'ai toujours rêvé de dire je suis ton père, mais ça ne marche pas. Voilà, je veux dire je suis ta mère. Et c'est vrai que moi aussi je suis assez fan de Star Wars, de la guerre des étoiles, mais je ne vais rien vous dire ce soir. Je ne vais pas vous dévoiler l'intrigue de ce dernier épisode, le 7e, puisque je ne l'ai pas vu. Malheureusement, je n'étais pas invitée, contrairement aux milliers d'invités qui ont donc été triés sur le volet et qui ont découvert en avant-première mondiale à Los Angeles le retour de la Force. 7e épisode, je le disais, de la guerre des étoiles. Alors vous les reconnaissez hein, sur le tapis rouge, les soldats de l'Empire, R2D2, 6PO, toujours fidèles au poste. Il y a les petits nouveaux, la charmante Daisy Ridley et Oscar Isaac, mais ceux que nous attendions tous, ce sont les anciens, les historiques, les légendaires, Carrie Fisher, Princesse Leia, Mark Hamill, Luke Skywalker et encore Harrison Ford, Han Solo. Il y a même Chewbacca, alors je ne vais pas vous le montrer, moi Chewbacca c'est mon préféré, et ils sont tous heureux de participer à cette grande aventure intergalactique. On a tous ces souvenirs dans nos mémoires, qui ressurgissent dans nos têtes. L'odeur du film, la chaise où Chewbacca jouait aux échecs, s'asseoir dans le cockpit, tout ça. Vous savez, c'est un peu comme revenir dans votre ancienne école, quand vous étiez en 5e au collège. Vous ne pouvez juste pas vous imaginer le flot de souvenirs que cela nous ramène. De très bons souvenirs. Je veux que le public en ait pour son argent. Je veux qu'ils achètent leurs billets, qu'ils s'assoient et qu'on ne gâche pas leur plaisir. Je pense qu'ils y ont bien droit. Bon, Harrison peut rester zen. Hein. Je crois que les premières réactions ont été très enthousiastes. J.J. Abrams, le réalisateur de ce dernier opus, donc qui a été choisi par Disney, qui a racheté les droits à George Lucas, donc a convaincu. Alors moi, je n'ai pas vu le film. Il faut dire qu'il y avait une projection de presse aujourd'hui en France, mais c'était extrêmement compliqué. Et vous avez eu la chance, Olivier Pourriol, d'y assister. Alors voilà. Alors il paraît qu'il fallait vraiment laisser ses portables, signer des papiers. Il faut absolument. Il y a un embargo jusqu'à minuit, c'est ça? Enfin, non, jusqu'à 9h01 demain matin. D'accord. Et sinon, il se passe quoi? Dark Vador vient vous voir? Non, mais c'est ça qui est bon. Sinon, je pense que la prochaine fois, on n'est pas réinvité. Voilà, oui, c'est ça. C'est toujours le danger. Oui, des mesures un peu drastiques, c'est vrai. Mais voilà, ça permet de garder le plaisir. Parce que sinon, n'importe qui pourrait venir sur un plateau la veille et vous dire que, par exemple, vous ne serez pas déçu. Effectivement, on peut le voir, même s'ils n'ont pas eu les précédents. C'est vrai, c'est faux? Je peux pas vous répondre, parce que moi, j'ai vu les précédents. Donc, ça fait, vous voyez, quand vous voyez l'affiche, ça fait quand même référence au film d'avant. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont dedans. Donc, si on avait les précédents, c'est bien, parce qu'on les voit vieillir, on voit ce qu'ils sont devenus. Chewbacca, Han Solo, la princesse Leia. Tous ceux qui sont sur l'affiche sont dans le film. Parce qu'il y a des surprises. D'accord. Alors c'est vrai qu'il y a eu vraiment une volonté de Disney de nous faire, d'entretenir cette attente, hein, puisque vraiment ils distillaient au compte-gouttes les informations sur le film. Là, il y a encore cet effet-là. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que sur les réseaux sociaux, évidemment, le hashtag qui fonctionne le mieux, c'est Star Wars, enfin le plus important du jour. Voilà, Force Awakens, voilà, si je le dis avec le bon accent. Et les gens ont peur d'en savoir trop. Oui. Et pour l'instant, c'est drôle puisque le secret est maintenu. Oui, mais en même temps, voilà, faut respecter la fiction. Si on respecte la fiction, on respecte la surprise. Mais je me suis demandé pourquoi, même quand on était vraiment devenu adulte, on s'intéressait encore à Star Wars. Puis la preuve, moi, je m'intéresse encore. Et cette attente, vous voyez, on aimerait bien encore croire au Père Noël. Bon, c'est pareil, tout le monde aimerait encore croire à Star Wars parce que quand on l'a vu, enfin, quand moi je l'ai vu, je sais pas, j'avais 10 ans, 11 ans, et c'était vraiment une vraie découverte. Et je me disais, mais ça me faisait penser à une chanson, c'est la chanson de Johnny, Envie d'avoir envie. Quand on est adulte, on a envie d'avoir envie. Et donc, Disney vous offre quoi? Le produit dérivé de Disney qui est gratuit en ce moment, ça s'appelle l'attente. Et ça fait 1 an que c'est gratuit. Et voilà. Et au fond, le meilleur moment, souvent, c'est l'attente. Pour entretenir le rêve et les réactions, Estelle? Alors, les réactions sont assez enthousiastes. Je le disais, écoutez ce fan. C'est tout ce dont j'avais rêvé, absolument fantastique. J'ai envie de tout vous raconter, mais je ne peux pas parce qu'on ne peut pas faire ça. Mais c'est génial, c'est exactement ce qu'on attendait. Vous ne serez pas déçus. Alors vous aussi, vous êtes fan, vous avez été déçu ou pas vu que Non, vous moi avez je vu peux le film. vous dire une chose, c'est que ce matin c'est une salle de presse. Donc une salle de presse, c'est pas une salle de fans. Et évidemment, il n'y a pas de réaction, il n'y a personne qui crie, puisqu'on est là pour être un peu en distance. Mais il y a un moment où tout le monde arrive.
Il y a un moment où tout le Un monde seul arrive. moment. C'est l'humour de robot. Il est peut-être long, hein, cela dit. Non, mais faire rire une salle de presse, c'est exceptionnel. Oui, c'est vrai que les critiques de cinéma sont les plus difficiles. La guerre des étoiles, un classique, Estelle, Dark Vador est même exposé au Louvre, dites-nous. Alors oui, exposé au Louvre, effectivement. Oui, il a fait son entrée au Louvre, Dark Vador, aux côtés d'Hercule, le héros grec. Cette exposition s'attaque au mythe fondateur. Qu'est-ce qu'un mythe? Comment les mythes sont représentés? Comment les artistes s'en sont emparés? George Lucas, le créateur de la guerre des étoiles, le dit lui-même. Il s'est inspiré, c'est un passionné de mythologie et ça se ressent dans son œuvre. Et pour la commissaire de l'exposition, donc mythe fondateur d'Hercule à Dark Vador, c'est une porte d'entrée intéressante pour les enfants, pour qu'ils viennent au musée. On l'écoute. La saga des Gardes des Étoiles, c'est le mythe d'aujourd'hui, d'une certaine manière. Le musée, c'est un lieu de plaisir magnifique, c'est un terrain d'aventure, c'est une manière de se réapproprier le monde, de se réapproprier soi-même avec la rencontre à l'œuvre d'art. Et ça a toujours été ça. Sauf que on oublie peut-être aujourd'hui cette aventure qu'est le musée. Et Petite Galerie, c'est une manière de dire revenez au musée, redécouvrez-le. Donc vous vouliez réagir, vous aussi vous pensez que c'est une bonne idée? Ah, c'est pas ça, c'est mais si imaginez qu'il y a une catastrophe, là, comme à Pompéi, tout s'arrête ici, et puis dans 25 siècles, on retrouve cette exposition au musée du Louvre, les gens vont croire que Dark Vador était quelqu'un qui a vraiment existé, et puis que les films de George Lucas sont des documentaires. Mais est-ce que Hercule a vraiment existé? C'est aussi une invention. Bah bien sûr. Vous croyez vraiment au Père Oui, Noël? les fameux 12 travaux, vous n'êtes pas au courant? Le Gant de Si, je Némée, suis au tout courant, mais je ça. pensais que c'était une histoire aussi racontée par un c'est certain vrai, c'est Homère. Donc, et alors, on le disait, ça inspire aussi les artistes. La galerie Sakura contre-attaque avec donc une exposition assez étonnante. C'est en ce moment à Paris. 35 artistes, des photographes, des graffeurs, des sculpteurs qui revisitent la guerre des étoiles. Alors, c'est souvent bourré d'humour. Et moi, mes préférées sont celles de Thomas Dack, qui est canadien. Alors, ces clichés sont intéressants parce que, voilà, il entretient le mystère. C'est-à-dire qu'on n'est pas sûr. On se dit, mais oui, en fait, il est là parce qu'il est quand même imposant, mais ils se font. Et là, c'est une autre œuvre, donc qui là aussi travestit ce côté là où on retrouve alors le mélange entre Hercule et Dark Vador. Il y a vraiment énormément d'imagination. Vador. Comment? C'est Hercule Vador. C'est Hercule Vador, voilà. Effectivement, c'est Hercule Vador. Nouveau Et philosophe. Voilà, donc ça se passe à la galerie Sakura et on sent là aussi cette volonté des artistes de s'emparer de ce mythe. Ça aussi, c'est une preuve que la guerre des étoiles, maintenant, c'est un mythe qui est installé. Quand une œuvre touche autant l'imaginaire, il n'y a pas de limite. Si vous, je prenais cet exemple, si vous faites tomber une goutte de grenadine dans un verre d'eau, tout le verre va être rouge. Donc quand vous avez une œuvre qui touche l'imaginaire contemporain, ça envahit tout, vous voyez. Il n'y a qu'à voir, c'est partout. Voilà. Estelle, je veux ce casque. Je le ramène pour la prochaine fois. J'espère. Donc, moi, je suis impatiente de voir ce film et je pense que effectivement les fans de Star Wars le sont aussi. Demain, mais pas en projection de presse, on a compris. Demain, c'est pour tout le monde. Ainsi parle Yoda, philosophe intergalactique. C'est aux éditions Michel Lafon. Merci beaucoup, Olivier Pourriol, d'être venu sur ce plateau. Merci beaucoup. Estelle, merci. Je préfère, à titre personnel, votre voix naturelle. Merci à vous.